L'Europe compte de nombreux pays. Mais que se passerait-il s'il y en avait davantage, si certains anciens pays n'avaient pas disparu? Bien sûr, certains pays actuels n'existeraient plus de la même façon, parfois remplacés par ces anciens pays, mais ce serait un scénario intéressant. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir d'anciens pays européens qui malheureusement n'existent plus. Tout d'abord, le duché de Carinthie. C'était une entité politique médiévale qui est apparue en 976 lorsque le grand-duché de Bavière a été divisé par l'empereur Otto II du Saint-Empire romain germanique. Leur drapeau était un bicolore horizontal rouge et blanc. La Carinthie est devenue un duché indépendant au sein de l'Empire et l'est restée jusqu'en 1335. Donc, cela représente environ 400 ans d'existence. En tant que pays de facto, il a ensuite été absorbé par la monarchie des Habsbourg. La région avait été un pont culturel et économique clé entre le monde germanique et les terres slaves au sud, ce qui en faisait un lieu stratégiquement important tout au long de son histoire. Les dirigeants carinthiens se retrouvaient souvent en conflit avec leurs puissants voisins, notamment la Bavière, la Bohême et la Hongrie. Cependant, le duché est resté relativement autonome, développant ses propres traditions locales, sa gouvernance et son système juridique. Le duché était très étroitement lié au Saint-Empire romain germanique. Au XIIIe et XIVe siècle, la région est devenue un enjeu disputé dans les luttes de pouvoir d'Europe centrale après la mort du dernier duc carinthien de la maison de Goritz, Tyrol. Les Habsbourg ont pris le contrôle en 1335, marquant le début de leur longue domination sur le territoire. Elle sera ensuite entièrement incorporée à l'Empire autrichien, perdant ainsi son statut d'indépendance. Si le duché de Carinthie existait encore aujourd'hui, il serait probablement un état hybride germano-slave, faisant le lien entre l'Autriche et la Slovénie. Il aurait conservé une identité culturelle alpine. L'influence de ces deux cultures serait significative, en faisant une région linguistiquement et culturellement diversifiée. Petite anecdote. Le drapeau actuel de la région moderne de Carinthie, dans le sud de l'Autriche, flotte toujours. Il s'agit d'un design similaire à l'ancien, avec simplement une bande jaune ajoutée. Dans ce scénario, l'Autriche serait bien plus petite qu'elle ne l'est actuellement, et la Slovénie n'existerait peut-être même pas. Mais cela pourrait être un scénario intéressant, sauf peut-être pour les personnes originaires de ces pays, je suppose. Non loin de là, un peu plus à l'est, se trouvait le royaume de Galicie et de Lodomérie. C'était aussi une terre de la couronne de l'Empire des Habsbourg, formée en 1772 après le premier partage de la Pologne. Et devinez à quoi ressemblait leur drapeau, identique à celui de la Carinthie, mais créé 400 ans après la disparition du premier. J'imagine donc qu'il n'y avait pas de confusion. La région était un autre mélange historique de cultures, dans ce cas polonaise, ukrainienne, juive et autrichienne, et elle est devenue une province administrative stratégique pour les Autrichiens. Le nom Lodoméria faisait référence à la principauté médiévale de Volhynie, bien que les Habsbourg l'aient surtout utilisé comme un lien symbolique avec des revendications antérieures. Le royaume avait une histoire complexe de gouvernance sous l'Autriche, oscillant entre une administration bureaucratique de l'Empire et l'autonomie accordée aux nobles locaux, ce qui était très typique de la culture médiévale polonaise au milieu du XIXe siècle. La région a connu des réformes politiques, notamment la loi sur l'autonomie de Galicie de 1867 qui a permis une plus grande autonomie locale. Sous la couronne autrichienne durant la Première Guerre mondiale, la région fut un champ de bataille majeur entre Autrichiens et Russes, causant destruction et déplacement de population. Et après la guerre, elle a été intégrée à la nouvelle Deuxième République de Pologne. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été de nouveau divisée entre la Pologne et l'Ukraine soviétique. Si la Galicie et la Lodomérie existaient encore aujourd'hui, elles auraient peut-être évolué en un état d'Europe centrale multiethnique, semblable à la Suisse moderne par exemple, équilibrant son héritage polonais et ukrainien. Le potentiel économique régional repose surtout sur l'agriculture, avec quelques réserves de pétrole, et le commerce pourrait aussi jouer un rôle important. Cela aurait pu en faire une nation prospère et indépendante. La culture juive, presque anéantie durant la Seconde Guerre mondiale, aurait pu continuer à prospérer et enrichir une société diversifiée. Qui sait, cela aurait même pu devenir un État juif en Europe, remplaçant le besoin d'en établir un au Moyen-Orient. Poursuivant dans la région générale de l'Europe centrale et orientale, nous avons la principauté de Transylvanie. Celle-ci avait enfin un drapeau super cool. C'était un drapeau rectangulaire à bout arrondi, de couleur beige, avec une sorte de croix orange surmontée d'un cercle rouge. À l'intérieur du cercle, un symbole semble représenter 3 dents d'animal.
Leur blason était aussi super cool, avec une tête d'aigle en haut, et 7 tours de château rouges sur des collines vertes. La principauté de Transylvanie était une entité semi-indépendante qui a joué un rôle crucial dans l'histoire européenne du XVIe au XVIIIe siècle. Elle faisait initialement partie du royaume de Hongrie, puis elle est devenue une principauté autonome sous la suzeraineté ottomane, après la défaite des Hongrois à la bataille de Mohács en 1526. Et cette autonomie lui a permis de devenir un centre de tolérance religieuse, accueillant des protestants hongrois, des roumains orthodoxes et une importante population saxonne-allemande. La principauté est devenue célèbre pour ce caractère unique, multi-ethnique et multi-religieux, où l'uniu trinium nationum, l'accord entre les Hongrois, les Saxons et les Séclaires, gouvernait une grande partie de la région. Peut-être que les 3 dents sur le drapeau national représentaient ces peuples, mais je n'en suis pas certain. Bien que nominalement soumise aux Ottomans, la Transylvanie agissait souvent de façon indépendante et s'alliait parfois à d'autres puissances européennes, contre les Habsbourg ou même contre les Ottomans. Cependant, à la fin du XVIIe siècle, encore une fois, les Habsbourg ont pris le contrôle, ce qui a conduit à l'intégration progressive dans l'Empire autrichien. Si la principauté avait survécu, elle serait sans doute aujourd'hui une nation d'Europe centrale marquée par la diversité. Avec une forte influence culturelle hongroise, roumaine et même allemande, sa position stratégique dans les Carpates en ferait un acteur régional clé. Cela réglerait aussi le différend frontalier entre la Hongrie et la Roumanie. Aujourd'hui, ces 2 pays seraient mais peut-être alliés, cherchant ensemble à contrôler un autre pays. Enfin, en sortant un peu de cette région, nous avons le royaume de Majorque en Méditerranée. Il a eu une existence brève, mais une grande importance culturelle. Il a existé entre 1230 et 1344, créé par le roi Jacques Ier d'Aragon, qui, après avoir conquis les îles Baléares aux Maures, a décidé de les accorder en héritage séparé à son fils cadet, Jacques II. Le royaume comprenait non seulement les îles Baléares, mais aussi des territoires dans le sud de la France actuelle. Cette division de la couronne d'Aragon a entraîné des tensions entre Majorque et le continent, car la famille régnante et l'Aragon cherchaient à reprendre ses terres. Malgré sa petite taille, elle est devenue un centre du commerce et de la culture méditerranéen, profitant d'une position stratégique entre l'Espagne, l'Italie et l'Afrique du Nord. L'économie majorquine prospérait grâce, bien sûr, au commerce maritime, et le royaume abritait certains des cartographes et des constructeurs de navires les plus talentueux du monde médiéval. L'école de cartographie de Majorque a produit des cartes influentes, notamment celles utilisées par les explorateurs lors de la période ultérieure des grandes découvertes. Cependant, la survie du royaume a toujours été précaire. Il n'était pas très fort d'un point de vue militaire, et en 1344, Pierre IV d'Aragon a envahi et annexé les îles. Si le royaume avait survécu, il aurait pu se développer en un micro-État méditerranéen, semblable à Andorre ou Monaco, mais avec une forte tradition navale et une identité culturelle distincte. Les îles Baléares, au lieu d'être une communauté autonome d'Espagne, auraient pu devenir un petit royaume indépendant, prospérant grâce au tourisme et au commerce. Et maintenant, en revenant sur le continent, nous avons le très éphémère mais très intéressant royaume allemand de Westphalie. C'était une création artificielle napoléonienne, qui a existé entre 1807 et 1813 en tant qu'État client de l'Empire français. En fait, une vidéo sur tous ces États fictifs, ou États temporaires, créés par Napoléon à travers l'Europe, pourrait être intéressante. Donc, dites-moi si cela vous intéresse de voir ça. Celui-ci a été créé à partir d'anciens territoires prussiens et hanovriens dans le nord-ouest de l'Allemagne. Il était gouverné par Jérôme Bonaparte, le frère cadet de Napoléon. Cela s'inscrivait dans son plan pour restructurer l'Allemagne sous influence française. La Westphalie était cruciale pour les efforts de guerre de Napoléon, fournissant à la fois des troupes et des ressources pour la grande armée. C'est une région très riche en ressources et en industrie, je pense. Même à l'époque, et malgré ses réformes de modernisation, l'État est resté profondément impopulaire, car la fiscalité et la conscription pour les guerres de Napoléon ont épuisé l'économie locale et la main-d'œuvre. Le royaume s'est effondré en 1813 après la défaite de Napoléon, et ces territoires ont ensuite été rendus à la Prusse et à d'autres États allemands. Lors du congrès de Vienne en 1815, leur drapeau portait une forte influence napoléonienne. Il présentait un motif tricolore avec des éléments rappelant le drapeau français. Si la Westphalie avait perduré en tant qu'État indépendant, elle aurait pu devenir un pays germanophone alternatif, distinct de la Prusse. Elle aurait pu conserver un système constitutionnel et social unique, différent de celui du futur empire allemand, et aurait pu contribuer à l'unification de l'Allemagne. Cela n'ayant pas eu lieu,
Et en nous dirigeant maintenant vers le sud-ouest, nous avons le duché d'Aquitaine. C'était l'un des territoires médiévaux les plus importants de ce qui est aujourd'hui la France, existant sous différentes formes entre 768 et 1453. À l'origine un royaume sous la domination mérovingienne et carolingienne, il est devenu un duché puissant au sein de la France. L'histoire de l'Aquitaine a été marquée par son lien avec Aliénor d'Aquitaine, qui hérita du duché, et par ses mariages le rattacha d'abord à la France puis à l'Angleterre. Son union avec Henri II d'Angleterre en 1152 a placé l'Aquitaine sous contrôle anglais, en faisant un champ de bataille majeur pendant la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France. Le duché était connu pour sa culture distincte, sa langue différente, l'occitan, ainsi que pour sa prospérité économique. Le commerce du vin a prospéré sous la domination anglaise, faisant de Bordeaux un port européen majeur. Cependant, sa position entre deux couronnes rivales a entraîné des siècles de conflits. La victoire décisive de Charles VII de France lors de la bataille de Castillon en 1453 a marqué la fin de la domination anglaise dans la région et l'intégration complète du duché au royaume de France. Le drapeau et les armoiries de l'Aquitaine arboraient un lion doré sur fond rouge. Si elle était restée indépendante, elle aurait pu se développer en une nation occitane distincte, peut-être semblable à la Catalogne au sein de l'Espagne, mais indépendante. En conservant une identité régionale distincte plutôt que d'être complètement absorbée par la France, avec Bordeaux pouvant potentiellement être leur capitale, et en continuant vers le sud-ouest, nous trouvons le très ancien, mais toujours pertinent, royaume des Suèves dans la partie ouest de la péninsule ibérique. C'était l'un des premiers royaumes post-romains, établis en Europe occidentale, qui a duré de 409 à 585, dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, là où se trouvent aujourd'hui le Portugal et la Galice. Il a été fondé par les Suèves, un peuple germanique qui a migré en Hispanie romaine pendant la chute de l'Empire romain d'Occident. Et comme les Wisigoths, qui se sont d'abord installés plus à l'est, les Suèves ont établi un royaume stable, avec l'actuel Braga au Portugal comme capitale. Finalement, ils en sont venus à étendre leur contrôle à environ un tiers de la péninsule ibérique à l'ouest. Les Suèves, relativement isolés des conflits méditerranéens, ont conservé leur indépendance plus longtemps que bien d'autres royaumes germaniques. Cependant, à la fin du VIe siècle, le royaume wisigoth expansionniste les considérait comme un obstacle à l'unification de la péninsule ibérique. Ainsi, en 585 après Jésus-Christ, ils furent conquis, mettant fin à leur indépendance et étant incorporés à l'Hispanie wisigothique. Si le royaume avait survécu, il aurait pu former un État portugais médiéval précoce plutôt que le Portugal. Émergeant des siècles plus tard, cela aurait pu modifier de manière significative l'histoire de la péninsule ibérique. Et en passant de l'extrême ouest à l'extrême est du continent européen, nous avons un État précurseur grec, le despotat d'Épire. C'était l'un des États successeurs byzantins qui ont émergé après la 4e croisade en 1204, et il était situé dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Grèce et le sud de l'Albanie. Il était connu pour sa résistance farouche contre les croisés latins, ainsi que contre l'expansion du Second Empire bulgare. Cependant, leur existence fut de courte durée. Ils ont subi une défaite écrasante contre les Bulgares lors de la bataille de Klokotnica en 1230, et le despotat affaibli est ensuite tombé sous l'influence de nombreux autres empires régionaux. Leur symbole était l'aigle bicéphale, un emblème byzantin courant, signifiant leur revendication à la légitimité impériale. S'ils étaient restés indépendants, ils auraient pu évoluer en un petit royaume grec orthodoxe, devenant plus tard un pays similaire à la Grèce moderne. Ils auraient pu influer sur l'équilibre des pouvoirs entre Ottomans, Vénitiens et autres États successeurs byzantins dans les Balkans. Aujourd'hui, cela reste une région historique et culturelle en Grèce et en Albanie. Un État indépendant aurait pu donner une carte balkanique moderne différente et renforcer les liens avec l'héritage byzantin dans la Grèce moderne. C'est comme si nous parcourions tout le continent européen, car nous allons maintenant vers le nord-est, pour jeter un coup d'œil à l'État teutonique. L'État de l'ordre teutonique a existé de 1230 à 1525. Il couvrait des parties de la Pologne, de la Lituanie et l'actuel Kaliningrad en Russie. À l'origine fondé comme un ordre militaire chrétien, les chevaliers teutoniques ont en fait été invités par le duc polonais Konrad Ier de Mazovie pour aider à convertir et conquérir les tribus prussiennes païennes. Ils ont fondé leur État indépendant et se sont étendus agressivement dans la région baltique lors des croisades du Nord. Pendant des siècles, ils ont dirigé la région en tant qu'État religieux militant, affrontant de nombreux voisins, dont le Grand-Duché de Lituanie et la Pologne.
La défaite de l'ordre à la bataille de Grunwald en 1410 contre les Polonais et les Lituaniens a marqué le début de leur déclin. En 1525, ils se sont convertis au luthéranisme, se sont sécularisés et ont formé le duché de Prusse, initialement sous la suzeraineté polonaise. Leur drapeau, une bannière blanche avec une croix noire, est un symbole qui reste associé à l'ordre jusqu'à aujourd'hui. S'ils avaient continué d'exister, cela aurait pu évoluer en une quatrième nation balte, celle-ci germanique, dans leur culture. Sa position géopolitique aurait significativement modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. Cela aurait sans doute évité la montée d'une Prusse indépendante et l'unification allemande actuelle. Bien que, je suppose, on puisse soutenir qu'ils ont continué d'exister à travers la Prusse, puis sont redevenus indépendants, et ont unifié l'Allemagne. Donc, je suppose que ce point-là reste un peu sujet à débat. Et pour terminer la vidéo, le coin nord-ouest, allant jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Écosse et l'Irlande, pour jeter un œil à l'ancienne nation de Dalriada. C'était un ancien royaume gaélique qui a existé entre le VEU et le IXe siècle, s'étendant sur la côte ouest de l'Écosse et le nord-est de l'Irlande. Dalriada était le foyer des Scotis, un peuple parlant le gaélique qui a fini par donner son nom à l'Écosse. Le royaume était souvent en conflit et en alliance avec les Pictes, les habitants natifs du nord de l'Écosse, ainsi qu'avec les Angles de Northumbrie. Au fil du temps, leur influence s'est étendue, en particulier sous un chef spécifique, Kenneth MacAlpin, à qui l'on attribue l'unification des Pictes et des Scots au IXe siècle, la formation du premier royaume d'Alba, précurseur de l'Écosse moderne. Cette fusion avec le royaume Picte a finalement mis fin à Dalriada en tant qu'entité distincte. Mais sa culture et sa langue gaélique sont restées dominantes dans la nouvelle identité écossaise émergente, ce qui nous permet de comprendre comment elle fut essentiellement le tout premier prédécesseur de l'Écosse. Voici quelques pays européens qui n'existent plus sous leur forme d'origine. Connaissez-vous d'autres pays disparus intéressants? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et parler de la chaîne à un ami. Mon objectif est d'atteindre 1 million d'abonnés. Alors si chacun partage cette vidéo avec un ami qui s'abonne, on s'en rapprochera vite. Donc, si vous pouvez m'aider, je vous en serai reconnaissant. Sinon, ce n'est pas grave du tout. Dans tous les cas, je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. Première fois que j'utilise le nouvel ordinateur pour enregistrer. Et j'ai un peu peur que ça n'enregistre pas. Alors, voyons la tasse Moomin que j'ai aujourd'hui. Est-ce que dans la dernière vidéo, j'étais juste en train de faire ça. Je la tenais, sans même vous la montrer. Mais c'est un groupe de gars. Ils vont sur un bateau dans ce qui ressemble à un lac. Et ils vont à ce spectacle. Ils regardent juste le spectacle des Moomins comme vous regardez mon émission, je suppose.